Bonjour à tous. Merci de votre présence à ce nouveau webinaire. Merci au docteur Philippe Haïm d'avoir accepté ma sollicitation. Ce n'est pas la première fois que vous voyez le docteur Haïm. Il a animé d'autres webinaires, notamment un fameux qui a eu beaucoup de vues sur YouTube ou sur la page dédiée sur le site de notre cabinet sur le harcèlement scolaire. Et voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Philippe Haïm, qui est psychiatre, psychothérapeute, hypnothérapeute et qui a écrit de nombreux ouvrages, notamment autour du harcèlement, et il connaît extrêmement bien cette question de tout ce qui entoure à la fois la posture de la victime, de l'auteur et de tous les interlocuteurs autour de la victime, de l'auteur du harcèlement. Alors Philippe, tu as traité du harcèlement scolaire, mais c'est une notion à la fois vaste, polymorphe, et qui sera dont j'imagine que l'application que tu en fais dans le cadre de ta pratique professionnelle, elle vaut bien sûr en dehors du cadre scolaire sur lequel tu as pu écrire. Oui. Moi, je dis souvent que, d'une part, ce qui se passe à l'école, c'est ce qui va continuer à se passer toute la vie. C'est-à-dire que c'est quand même le principal lieu d'apprentissage des interactions sociales. Comme je dis parfois pour plaisanter, mais c'est pas une plaisanterie. J'ai vraiment pas tout retenu de ce que j'ai appris à l'école. J'ai retenu, je sais lire, écrire, compter à peu près, mais j'ai pas retenu beaucoup de ce que j'ai appris au collège, au lycée. Si je repassais le bac, je sais pas pour les gens qui nous écoutent, mais moi, si je repassais le bac, je suis pas sûr que je l'aurais à nouveau. Pourtant, je l'avais eu avec des bonnes notes. Mais j'ai oublié beaucoup de choses. Par contre, j'ai jamais oublié le relationnel. J'ai pas oublié les premières amitiés, les premiers amours, les premières trahisons, les premiers liens, les premières déceptions, et puis les premières relations agressives. Donc en fait, oui, quand on apprend à aider les écoliers dans leurs relations, on se rend compte que c'est la même chose toute la vie. L'école, c'est le laboratoire des relations aux autres. Donc oui, évidemment, on peut servir exactement des mêmes outils. Très bien. Alors, il est 14h03, on va attendre encore 2 petites minutes pour entrer dans le vif du sujet. Mais d'ores et déjà, comme vous l'avez vu, je n'ai pas souhaité intituler ce webinaire comme une avocate classique l'aurait fait, en parlant du harcèlement ou des discriminations ou du burn-out, des sujets en dur qui font un peu notre quotidien. Nous, avocats qui faisons beaucoup de droit social côté employé, mais j'ai voulu l'aborder sous le prisme de cette notion de dignité. Parce que moi, ce qui me choque beaucoup, en tout cas, ce qui m'apparaît dans la quasi-totalité des dossiers, c'est que bien évidemment, ce qui est en jeu, c'est le contexte de travail, éventuellement le harcèlement, mais on va dire dans 90% des cas aujourd'hui, et même au prud'homme, tous les dossiers sont des dossiers de harcèlement, tous les dossiers sont des dossiers et de harcèlement, et là aussi dans la plupart des cas des dossiers de burn-out. Et derrière cette notion, on va dire, un peu repoussante, quoi, parce que c'est-à-dire que dès que l'employeur, comme vous pouvez vous en douter, quand il reçoit le courrier d'un avocat et que ces termes-là sont signifiés, sont mis en avant, alors là, tout de suite, l'employeur va dire, mais non, vous plaisantez, nous, on a mis tout en place au sein de notre entreprise précisément pour que tout ça ne se passe pas, et si ça s'est passé, mais ça s'est pas passé comme le salarié qui prétend avoir été harcelé ou discriminé le met en avant. Et en fait, quand on gratte, c'est-à-dire quand on interroge nos clients ou nos patients concernant Philippe, il y a derrière ces notions qui forment le jargon, le champ lexical, la petite musique de nos quotidiens de praticiens, qu'on soit avocat ou psychiatre, eh bien, il y a la question de la dignité. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là, en tout cas de manière sommaire et introductive, c'est j'ai pas été respectée. J'ai pas été respectée par mon N+1, par mon N+2, par mes collègues, et du fait que je n'ai pas été respectée, alors cette absence de respect devient au fil du temps caractéristique d'un harcèlement, d'un contexte de harcèlement. Et je dirais que à la base, à la racine de ces contextes de harcèlement, de discrimination, de burn-out, vous avez cette perte de sentiment qui est représentée par la dignité.
C'est-à-dire, on a porté atteinte à ma dignité. Alors après, on va creuser et sur le plan juridique et judiciaire, jurisprudentiel, et sur le plan psychiatrique, que recouvre cette notion. Mais d'ores et déjà, Philippe, est-ce que tu rejoins mon appréhension de mon réel d'avocate? Est-ce que tu dirais à peu près la même chose, que cette question de dignité, elle est centrale? Je dirais que effectivement, alors c'est un point de vue qui pour moi est un point de vue de terrain, un point de vue de quelqu'un qui reçoit des gens, et c'est pas un point de vue de théoricien. Les gens qui vont théoriser le harcèlement, si on regarde d'un point de vue purement de théorie ou d'un point de vue technocratique, etc., on a l'impression qu'il y a effectivement quelqu'un qui est méchant et qui harcèle, et puis quelqu'un qui est gentil et innocent et qui se fait harceler. Dans une certaine mesure, c'est évidemment vrai, puisqu'on subit quelque chose. Mais en vérité, si la personne est harcelée, c'est parce qu'elle est en posture d'être harcelée, et en posture d'être harcelée parce qu'elle accorde de l'importance au respect. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, je me sens mal, pas seulement parce que l'autre est méchant, mais parce que le respect et la dignité, ça compte pour moi. Et donc, je suis attaqué parce que quelque chose est important pour moi et a été atteint, en fait. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Alors, je dis que c'est sur le terrain et pas dans la théorie, parce qu'effectivement, dans la théorie, on pourrait avoir une approche très simpliste. C'est un peu comme ce qui se passe avec, d'ailleurs, les enfants. Ça va être exactement ça. Il y a le méchant qui a insulté, et puis il y a celui qui n'a rien pu faire et qui a subi l'insulte. Mais en fait, si celui qui a subi l'insulte est dans cette posture-là, c'est parce que pour lui, c'était important. Donc, effectivement, le harcèlement, ça caractérise le délit, tu vois, pour parler comme un juriste. La dignité et le respect, c'est ce qui est important pour la victime. Et c'est la clé psychologique pour l'aider à sortir de là. C'est donc, ça. Je suis évidemment d'accord, puisque moi, je regarde avant tout, évidemment, l'aspect psychologique. Ce qui est atteint, c'est le respect de la personne. Comment, en étant aussi mal, va-t-il trouver en lui les ressources pour sortir de cette posture-là de victime, comment dire, de victime née, quoi, j'ai envie de dire, de victime bien ciblée par la personne qui veut l'embêter. Comment il va sortir de là en s'appuyant sur cette notion de respect. Ok, eh ben, très bien. Ben, tu as posé l'ambition du webinaire, Philippe, et je t'en remercie. Donc l'idée justement, c'était que moi aussi, donc partant de ma pratique d'avocate et étant parfois un petit peu désespérée de voir la déflagration que provoque une dégradation, comme on dit dans le Code du travail, l'article L 1152-1 du Code du travail, qui dit qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'était que pour donner une vision un peu plus large de cet article L 1152-1 du Code du travail, c'est que les personnes qui viennent me voir en cabinet d'avocat viennent me dire, voilà, mes conditions de travail se sont dégradées et je pressens que derrière tout ça, il y a un contexte de harcèlement, il y a un contexte de discrimination. Je me sens en burn-out. Et donc, ce que moi je vois en tant qu'avocate, c'est que cette dégradation des conditions de travail, ça porte une atteinte très très forte aux gens. Je dis souvent que des difficultés au travail, c'est un peu comme des difficultés en couple. Et souvent, et tu me diras aussi, Philippe, si tu rejoins ma vision, c'est que quand quelqu'un doit se séparer de son employeur, et j'emploie à dessein ce terme de se séparer, c'est-à-dire que s'ils sont contraints soit de se mettre en arrêt maladie progressive qui va le conduire en licenciement, soit de faire une prise d'acte et de partir du jour au lendemain parce que les conditions de travail, la dégradation de ces conditions de travail, comme dit l'article 1152-1 du Code du travail, sont devenues telles qu'il n'a pas d'autre choix que de partir, soit qu'il aille vers une sorte de transaction via une rupture conventionnelle. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est beaucoup, beaucoup de souffrance et parfois même, je dirais, Philippe, plus de souffrance que à l'occasion d'un divorce ou d'une séparation. J'ai des gens dans mon cabinet qui pleurent véritablement. C'est-à-dire qu'ils sont dans un état qu'on peut qualifier, alors je ne suis pas psychiatre, et c'est précisément la raison pour laquelle je te convie aujourd'hui, à la fois dans un état de stress, de grand désespoir, et aussi de difficulté à renoncer à la relation. C'est-à-dire de dire, je prends compte qu'on ne me respecte pas, c'est-à-dire atteinte à ma dignité, je dois en tirer toutes les conséquences, je dois partir. Ou alors je me fais exclure par l'employeur. Est-ce que tu
Est-ce que tu rejoins ma vision, à savoir que cette dégradation des conditions de travail, elle est parfois plus difficile que des difficultés ou des violences ou du harcèlement. Je veux dire, Alors, aussi disons que difficilement. Ouais, c'est difficile de faire une échelle comparative. Par contre, il y a quelque chose de commun, je trouve, pour une part, c'est qu'effectivement, des fois, ce qui est difficile dans le fait de renoncer à la relation ou de renoncer, euh, comment dire, d'avancer dans cette démarche de séparation, et là, ça rejoindrait effectivement ce qui se passe dans les couples, c'est qu'il y a toujours un moment où les couples vont être dans une espèce de bataille pour essayer de démontrer à l'autre qu'ils ont raison, que ce qu'il a fait n'est pas acceptable, que ce soit n'importe quel comportement. Je ne parle même pas forcément de comportement d'ultra-violence ou ou même de, je sais pas, de tromperie ou de choses comme ça, mais même de dire mais tu ne te rends pas compte de ce que tu me fais, tu ne te rends pas compte de comment tu te comportes avec moi, tu ne te rends pas compte de ce que je vis. Puis l'autre va dire mais non, pas du tout, c'est moi qui subis, c'est ta faute à toi. Et en fait, il y a ce moment où les gens essayent d'avoir raison, essayent de montrer qu'ils ont raison, que c'est bien eux qui sont le plus atteints des deux dans le couple. Parce que là, tu parles de harcèlement de l'employeur vers l'employé, bien évidemment, mais ce qu'on découvre aussi, quand on reçoit comme moi parfois des employeurs, parfois des employés selon les situations, c'est qu'il y a souvent une souffrance qui peut être des deux côtés. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est équivalent. Il y a bien un harceleur et un harcelé, mais ce n'est pas toujours simple non plus du côté de l'employeur de dire mais de pas vouloir défendre aussi son point de vue et de pas dire mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et peut-être, bien entendu, il y a des personnes de mauvaise foi, mais il y a peut-être aussi des personnes de bonne foi qui vont dire mais enfin, voilà. Et pareil, dans un couple, il y a souvent deux personnes qui souffrent, et ces deux personnes qui souffrent, elles essayent d'avoir raison, elles essayent de dire mais non, ce n'est pas vrai. Et il y a un moment où les personnes renoncent à convaincre l'autre. Et des fois, c'est là que ça s'apaise un peu, au dire bon, je n'arriverai jamais à te convaincre, on sera jamais d'accord sur ce qui s'est passé entre nous, mais on peut plus continuer. Et en fait, ça, c'est très important. Et je crois qu'il y a des gens qui gardent une rancœur très longtemps parce qu'ils disent, ce qui me fait mal, c'est qu'il n'a jamais compris. Mm. Voilà. Mais si on est... Et c'est là où je veux faire une différence entre les aspects juridiques et psychologiques. C'est-à-dire que si un de mes droits fondamentaux a été bafoué, si on a pris de l'argent auquel j'avais droit, si on a atteint à mon intégrité physique, par exemple dans une agression sexuelle, etc., etc., il y a quelque chose de tout à fait objectivable et je suis en droit de demander cette réparation-là. Mais quand il s'agit de quelque chose de personnel et d'intérieur, c'est très difficile, et pourtant c'est la clé, de renoncer à ça. Et de dire, mais non, moi ce que je voudrais c'est qu'ils comprennent, ce que je voudrais c'est qu'ils soient d'accord avec moi. Comme si j'avais un droit à ce que les autres admettent la vérité, comme si les gens avaient un devoir d'admettre la vérité. Alors je pense qu'il y a effectivement un devoir de payer à un employé ce qu'on lui doit, il y a un devoir de ne pas atteindre à l'intégrité physique des gens, etc. Mais il n'y a pas de devoir d'admettre la vérité ou d'admettre la version de l'autre. Et tant qu'on est vexé de ça, on est très mal et il y a des risques qu'on ajoute nous-mêmes à notre posture de victime. Mais il ment, ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Oui, ben, ce n'est pas vrai ce qu'il dit, mais étant donné que ce n'est pas démontrable, ben, il peut le dire en fait, et il continuera à le dire. Et si jamais on ne renonce pas à cette idée dingue, quelque part, il faut qu'il admette ma version, eh bien je vais aller mal. Pour reprendre l'exemple simple du harcèlement entre enfants, si deux enfants se disputent et qu'il y en a un qui harcèle l'autre et qui lui dit « t'es moche et t'es nul et tu sens pas bon et tes parents, etc. », des fois les enfants disent « mais il n'a pas le droit de me dire ça ». Pourquoi il n'a pas le droit de te dire ça? Parce que ce n'est pas vrai. Oui, mais il a quand même le droit de dire un truc pas vrai. Il a le droit de dire que le ciel est violet, et il a le droit de dire que tu es moche et méchant, même si ce n'est pas vrai, tu n'es ni moche ni méchant, mais il peut le dire. Tant que l'enfant est là à se dire, il n'a pas le droit de le dire, il ne faut pas qu'il le dise, je vais le faire taire, il se sent très mal. Et si à un moment il disait, bon, bah, il a qu'à dire ça, tant pis, j'arriverai jamais à le convaincre, là il se calme. Et donc je pense qu'il faut distinguer, si vous voulez, enfin moi en tout cas, c'est ce que je dis aux gens, c'est-à-dire que je leur demande qu'est-ce qui est à risque. Si ce qui est à risque, c'est quelque chose de vraiment très juridique, c'est des problèmes d'argent, c'est des problèmes de carrière, etc., je leur dis, vous avez besoin de quelqu'un pour défendre vos droits, vous avez besoin d'un avocat, vous avez besoin de vous faire conseiller, parce que là, c'est quelque chose, je ne peux pas faire là-dessus. Par contre, si ce qui est en jeu, c'est notre dignité, notre ego, notre version des faits, alors là, on a une marge de manœuvre pour se sentir moins mal. Très intéressant. Eh ben, je vais rebondir sur tout ce que tu viens de dire, Philippe, en reprenant, alors là, je ne vais pas du tout vous faire un cours de droit et vous savez que je ne vous le fais jamais, mais c'est très intéressant de décortiquer
cet article L1152-1 du Code du travail. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est systématiquement utilisé dans tous les contentieux devant le Conseil des prud'hommes. Et cet article-là mêle précisément ce que vient de dire le docteur Rahim, à savoir des éléments objectivables, des preuves, des faits clairs, des actes litigieux ou délictueux, parfois quand il s'agit du pénal, de harcèlement moral très caractérisé ou de harcèlement sexuel, qui vont avoir des conséquences sur la santé, sur la sécurité de la personne, sur sa carrière professionnelle, et d'autres éléments qui relèvent, eux, et c'est là que c'est très intéressant, du simple ressenti. Et ça, tout ça, la loi le dit, Philippe. Si on reprend, et vous allez voir, j'en ai pour 1 minute, l'article L1152-1 du Code du travail dit « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité. » Alors, cet article y parle. Donc, la première condition, il y a 3 conditions. La première condition, c'est l'existence d'agissements répétés. Qui dit agissement, dit acte positif, c'est-à-dire brimade, violence ou même des actes négatifs, style mise à l'écart, ou encore des paroles, insultes, propos insultants, irrespectueux. Et là, donc, la Cour de cassation, de manière constante depuis des décennies, dit qu'un acte isolé ne suffit pas, il faut que ce soit répété. Donc, le terme agissement, ça veut dire, chez nous, avocats, c'est-à-dire preuve, élément, pièce, faisceau d'indices. Donc là, on est dans la loi, on est dans l'objectif. La deuxième condition, c'est que ces fameux agissements objectivables, c'est-à-dire ces pièces, ces preuves, ce faisceau d'indices, doivent avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime. Alors, on parle des conditions de travail de la victime. Et là, tu vas voir où c'est intéressant, Philippe, on ne parle pas d'interaction entre les gens. On ne dit pas le harcèlement, c'est un subordonné avec son commettant, c'est-à-dire que c'est avec moins de plus d'un, moins de plus deux ou ce genre de choses. C'est pas ça. On parle des conditions de travail et on ne parle pas des hommes. On ne parle pas des interactions, que ce soit verticales ou horizontales. Et qu'est-ce qu'elle indique, cette formulation, cette deuxième condition? Elle indique que l'intention de l'auteur, en fait, importe peu pour caractériser le harcèlement moral. Ce qui intéresse le législateur, ce qui intéresse le juge, c'est quel effet ces fameux agissements dont on a parlé, qui sont la première condition, ont pas sur l'environnement, pas sur les interactions entre les gens, sur les conditions de travail. Ça veut dire que cette dégradation, elle doit avoir été subie personnellement par la victime, se manifester pour un salarié de manière déterminée et pas de manière globale pour un ensemble d'individus. Ce qui veut dire que quand quelqu'un dit « j'ai été manipulé, maltraité, harcelé, etc. », ça doit vraiment être quelque chose de direct à son égard et pas simplement dire « ah, mais ça se passe dans toute la boîte » ou c'est du harcèlement systémique ou managérial ou institutionnel, comme on a pu voir au moment de la vague de suicides Orange. Et je sais que tu connais bien aussi le sujet des suicides en entreprise et tu auras l'occasion d'en parler, Philippe. Mais en tout cas, ces agissements, première condition, ces preuves, ce faisceau d'indices, doit avoir une conséquence directe sur les conditions de travail, c'est-à-dire pour la personne elle-même directement, et pas dans le cas des interactions, mais dans le cas de ses conditions de travail. Et enfin, j'en aurais terminé, c'est là que c'est intéressant, c'est que la troisième condition de ces agissements qui ont pour conséquence une dégradation des conditions de travail, c'est qu'elles soient susceptibles de porter atteinte aux droits ou à la dignité de la personne, ou d'altérer sa santé physique, mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Et ces conséquences-là vont être directement rattachées à la victime elle-même et dépendre, ça va dépendre du ressenti de la personne. C'est-à-dire que la loi prend en compte cette notion de ressenti dans les conditions, à la fois les éléments objectifs et à la fois il y a un élément subjectif qui relève du ressenti. Et là, on va venir à une question très importante, Philippe, avant de vous passer une petite vidéo sur laquelle je vais être extrêmement intéressée à vous faire interagir. Cette question du ressenti de la personne, comment est-ce que toi, tu l'explores avec les patients que tu reçois à ton cabinet? Comment tu départages justement ces éléments objectivables des éléments qui sont plus de l'ordre du ressenti?
Alors c'est marrant parce que pour parler de législation, ça me fait penser à un épisode législatif qui a eu lieu. Ah, j'ai un problème d'image. Je suis toujours là, hein, je suis là. Ah, parce que alors Là. moi je vois mon image bloquée, c'est normal? On te voit, en tout cas moi je te vois bien. Alors vous me voyez, ok. Ça me rappelle un épisode qui a eu lieu justement pendant les années qui ont précédé. C'est la fameuse loi qui n'a pas eu lieu, qui s'appelait la loi Avia. Et la loi Avia, du nom de cette députée qui a voulu passer un projet de loi où ça donnait l'obligation de supprimer sur Internet tous les contenus haineux. D'accord? Et cette loi, elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel, mais de façon, enfin vraiment dans les grandes largeurs, et elle n'a pas pu passer parce que le fait de dire qu'un contenu haineux ne pouvait pas passer, euh, sans définir exactement ce que voulait dire un contenu haineux, c'est-à-dire en lui donnant une définition subjective, faisait que le contenu haineux pouvait avoir une définition très 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 large. À partir du moment où je trouve ça haineux, ben c'est haineux. Et il faut que ce soit supprimé. Et le Conseil constitutionnel a dit ça va même contre la liberté d'expression. Parce que par définition, quand on s'exprime, surtout dans un lieu où on va faire des débats, quand on ne va pas être d'accord, eh ben on va dire quelque chose qui va être offensant pour la personne. Donc en fait, ça donne toute la difficulté pour moi de reconnaître une offense en demandant uniquement le point de vue de l'offensé pour définir que c'est une offense. C'est compliqué parce que je pourrais définir n'importe quoi comme une offense. Alors effectivement, il y a des offenses qu'on ne perçoit pas comme des offenses, qui peuvent être maladroites et qui peuvent être mal vécues par certaines personnes. Je prends un exemple tout bête, mais qui avait fait tout un truc aux États-Unis, quelqu'un qui s'était fait accuser de racisme parce qu'il avait demandé à une personne quelle est ton origine, de quelle origine es-tu? Et la personne qui s'était plaint avait dit, mais oui, bien sûr que c'est raciste, puisqu'il l'a demandé parce que je suis noir. Si j'étais pas noir, il m'aurait pas demandé d'où je viens. Donc on voit bien que c'est stéréotype, etc. Vous voyez? Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui m'interpelle, moi, dans ces lois sur le harcèlement, c'est l'histoire de la dégradation des conditions. Et alors, quand c'est pas du harcèlement professionnel, c'est écrit dégradation des conditions de vie. Mais quand même, les conditions de vie, elles vont être dégradées différemment en fonction de ma perception de la dignité, en fonction de ma notion de la dignité, du respect et de l'offense. Vous voyez? Moi, par exemple, qui aime bien débattre et qui aime bien discuter avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord, ma notion de l'offense, elle est plutôt soft. C'est-à-dire que moi, j'aime bien que dans les débats, on soit franc et direct et qu'on n'hésite pas à malmener mes idées, à malmener mes arguments. Et je ne le prendrai pas comme une offense personnelle. Mais peut-être que d'autres personnes qui n'ont pas cette idée-là du débat vont le prendre comme une offense personnelle. Vous voyez? C'est comme un enfant à qui on dirait ne laisse personne dire du mal de toi. Ben, il va tout prendre mal. Mais si on dit à un enfant, et moi c'est ce que je dis à mes enfants en tout cas, personne n'a le droit de te toucher sans ta permission. Personne, jamais, n'a le droit de te toucher sans ta permission. Mais si quelqu'un dit du mal de toi, il a le droit de le dire. Moi, je te trouve super parce que je suis ton père, mais un jour, quelqu'un te trouvera pas super, ou te trouvera pas beau, ou te trouvera pas gentil, ou te trouvera pas sympa, ou te trouvera bête. Et c'est là où, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais moi je me permets de leur dire, et ils ont le droit. Alors, je ne sais pas si c'est un droit, mais moi je pense qu'on a le droit d'avoir des opinions. Et c'est ça la grande difficulté. Donc à partir de quel moment notre dignité est atteinte suffisamment pour qu'on soit condamnable? Donc moi en tout cas, personnellement, j'essaye de leur demander, quand quelqu'un me parle de harcèlement, je me laisse jamais, et c'est ma technique avec tout, je ne me laisse jamais mener par un mot générique. J'estime que le mot harcèlement, c'est pas un mot de la personne, c'est un mot de la société, de la loi, du monde qui nous entoure. Mais je dirais pareil du mot angoisse, dépression ou traumatisme ou tout ce que vous voulez. Moi, je demanderais que s'est-il passé? Vous dites harcèlement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dites-moi ce qui s'est passé exactement. Soyez le plus descriptif possible pour que je comprenne. Voilà. Et je leur demande qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui est à risque. Mais honnêtement, je vous dirais la même chose si on parlait d'angoisse. Les gens me disent je suis angoissé, qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Comment ça se manifeste exactement? À quel moment? Mais quelqu'un qui me dirait j'ai des troubles du sommeil, c'est plutôt au moment de vous endormir, c'est plutôt au milieu de la nuit, c'est plutôt le matin, c'est plutôt comment? Ça a quelle répercussion sur votre journée? Donc c'est pareil. Donc je dirais que la question la plus importante, c'est que s'est-il passé? Que s'est-il passé exactement? Moi, vraiment, enfin ça paraît bête comme question, mais pour moi, c'est vraiment la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que s'est-il passé? Et à partir de là, j'essaie de voir effectivement ce qui est à risque. Par exemple, j'ai eu le cas d'une personne où elle savait que si elle se mettait très mal avec son patron, elle travaillait dans un domaine où il y a très peu d'entreprises qui font ça.
Donc, elle avait des chances de retrouver un travail, mais dans assez peu d'entreprises, parce que c'est très spécialisé. Mais elles se connaissent toutes, ces entreprises. Et il me disait, si ça se termine mal, il peut appeler les autres entreprises, me faire une réputation pas possible, et j'aurais du mal à retrouver un travail, et c'est ce que je sais faire, et je ne sais pas faire grand-chose d'autre, et c'est très spécialisé. Donc du coup, là, c'est ce que j'appellerais, moi, en tout cas, un dégât objectif. Vraiment, objectivement, il peut nuire à votre carrière. Objectivement, vous pouvez perdre de l'argent. Objectivement, vous pouvez perdre votre travail. Ça, c'est objectif. C'est l'équivalent chez les enfants de se faire mal physiquement ou être dans une agression sexuelle. Et il y a le dégât subjectif, au sens où il atteint le sujet. D'accord, et là, le dégât subjectif, c'est qu'est-ce qui est en jeu? Mon ego, mon honneur, ma dignité, le fait que les autres se moquent de moi, le fait que j'ai des petites remarques, le fait qu'on doute que je suis quelqu'un de bien, mon image auprès des autres. Voilà. Si c'est ça qui est en jeu, nous avons psychologiquement, je dirais, une marge de manœuvre pour ne plus être victime. Voilà. Je pense que juridiquement, on sort d'être victime quand on a une réparation. Psychologiquement, on sort d'être une victime, nous, en fait. C'est pas les autres qui vont nous sortir de notre statut de victime, puisqu'ils vont pas vouloir reconnaître qu'on a souffert, puisque eux aussi pensent avoir raison. Voilà. Donc moi, j'essaye d'être assez précis sur les faits. Que s'est-il passé? Je pense souvent au fait, par exemple, que le mot harcèlement, par exemple, n'était pas du tout appliqué aux scolaires. C'est bien un exemple qu'on change de mot. Quand nous, on était enfants, je veux pas avoir l'air vieux, mais quand nous, on était enfants, on disait pas harcèlement scolaire. Qu'est-ce qui se passait si on était embêté à l'école? On disait insulter, moquer, on disait ce qui s'était passé. Et un jour, on a pris un mot générique, harcèlement, et on met tout dedans. Or, tout n'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Et je dirais qu'au niveau professionnel, c'est pas pareil de perdre de l'argent ou de perdre son travail, ou que des gens se moquent répétitivement de nous. C'est pas la même chose. De même que enfant, c'est pas la même chose d'être agressé sexuellement, d'être touché, d'être frappé, d'être tabassé, ou que quelqu'un nous dise tous les jours qu'on est moche ou qu'on est nul. C'est pas du même niveau. On ne devrait pas utiliser le même mot pour moi pour parler du harcèlement avec des enfants qui s'insultent de face de calculette parce que tu as des boutons d'acné, et d'employer exactement le même mot pour le harcèlement sexuel du patron qui abuse de sa secrétaire. Moi, ça me paraît incroyable qu'on ait tout mis sur le même plan. Voilà. Alors, c'est très, très, très intéressant ce que tu dis, Philippe, parce que je vais tout de suite passer une vidéo du magazine de la santé par Michel Simès. Vous verrez, c'est les 4 premières minutes, mais c'est très intéressant parce que pour abonder dans ce que tu dis, c'est que j'ai exactement le même problème que toi. C'est que nous, avocats, on a un champ lexical vraiment dédié à ces situations. C'est ce qu'on appelle la qualification juridique des faits. Et comme toi, je demande aux gens, qu'est-ce qui s'est passé? Et je rajoute autre chose que peut-être tu poses aussi, c'est qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez partir? Est-ce que vous voulez rester? Est-ce que vous voulez changer de poste? Est-ce que vous voulez combien? Parce que c'est aussi comme ça que ça se passe. Alors évidemment, on n'est pas au casino, on n'est pas à la loterie, mais je leur explique un petit peu au regard de la jurisprudence, surtout que maintenant il y a les barèmes Macron, donc tout ça est relativement encadré. Tout ça pousse à la négociation entre salariés et employeurs, mais il n'empêche qu'effectivement, on est un peu à l'ère de ce que beaucoup appellent en sociologie du wokisme, c'est-à-dire un peu tout est mélangé et on prend une notion et on y intègre énormément de visions. Et de mon côté, dans ma vision avocate, moi, quand on me parle d'atteinte à la dignité, de l'autre côté du court du tennis, qui j'ai un monsieur ou une dame qui s'appelle pervers narcissique ou manipulateur. Et ça, c'est dans la quasi-totalité des cas. C'est-à-dire que quand on parle d'atteinte à la dignité, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu de la dignité. On a une fiche de poste, on a plutôt bien fait son travail, on avait des bonnes évaluations annuelles, on avait des bons rapports avec ses supérieurs hiérarchiques, avec ses collègues, et d'un coup d'un seul, ou à la faveur d'un changement de manager ou autre, que sais-je, eh ben les choses ont changé. Et elles ont changé. Alors souvent dans la storytelling de mes clients, futurs clients, Philippe, on me dit, eh ben je suis tombée sur un nouveau manager, c'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique, il me donnait des injonctions contradictoires. Et ça, c'est quelque chose que je vois dans la quasi-totalité des dossiers. Alors, avant de t'écouter là-dessus, parce que c'est là, on aborde vraiment un sujet sociétal qui doit avoir une appréhension juridique, judiciaire et psychologique ou psychiatrique, parce qu'on le retrouve, je vous dis, dans 90% des dossiers. Et si vous avez des cas de figure, bien évidemment, sous couvert du secret professionnel, et que vous voulez nous livrer dans le chat,
ou des questions précises, que ce soit sur le plan de la manière, sur les procédures ou les interlocuteurs vers qui orienter les personnes que vous recevez, vous, assistants sociaux, DRH ou médecins du travail, ou alors sur la manière, voilà, de mener un rendez-vous, un entretien. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Comme d'habitude, vous avez dans l'onglet Files, Documents, énormément de documents à télécharger qui vous seront extrêmement utiles précisément pour mener vos entretiens. Alors, je vais vous passer les 4 premières minutes de cette vidéo et tu me dis tout de suite, Philippe, après, ce que tu en penses. Frédéric Fanger, on va donc parler avec vous de la manipulation et du harcèlement au travail, un thème dont on entend beaucoup Frédéric parler. Fanger, on va donc parler avec vous de la manipulation c'est un vrai problème au travail, un thème... Ah, ça m'énerve pas, c'est bien de poser la question parce que je crois que c'est les deux. Moi, j'ai beaucoup de gens au cabinet qui ont subi des manipulations et pour qui ça se termine mal, avec des arrêts maladie prolongés, avec des burn-out. En revanche, je dois vous dire aussi que je pense qu'il y a une surestimation du problème, c'est-à-dire que tout le monde se dit assez facilement harcelé maintenant. On a d'ailleurs essayé de faire la différence entre manipulation et harcèlement. Alors justement, comment est-ce qu'on peut reconnaître un comportement manipulateur ? Alors, je vais demander à Séti de bien vouloir se prêter un petit jeu de rôle avec moi. Vous l'avez prévenu, hein. Je l'ai prévenu. Mais j'ai eu le temps de rentrer dans le rôle, en fait. Voilà. Puis le harcèlement au travail, vous connaissez quand même. Tous les jours. Il s'appelle Michel, mais Michel sait, mais j'en dirai pas plus. Non, nous tairons. Vous êtes ma collègue de travail, et donc je vous croise dans le couloir et je vous demande, Séti, je suppose que tu es débordé de travail cette semaine. Oui, j'ai du travail, mais ça va. Tu aurais un peu de temps pour me faire un dossier, un beau dossier. De quoi s'agit-il ? Ah, écoute, d'un super dossier, puis je crois que tu serais vraiment parfaite pour le faire. En revanche, je dois te dire qu'il faudrait qu'il soit terminé d'ici vendredi soir. Ah oui, tu crois. J'ai beaucoup de travail. Hein. Il y a vraiment que moi qui peux bosser dessus. Ah oui, je pense que tu es vraiment la meilleure. Alors là, vraiment, super que ça soit toi qui le prenne en charge. Bon, bah d'accord, si tu penses que c'est moi la mieux placée. Ah oui, et de loin. Bon manipulateur. Pas mal, hein. Parce qu'au final, j'ai accepté quand même. Bon, là, c'était un jeu, bien sûr, mais comment on se sent quand quelqu'un... C'est arrivé déjà avec nous ? Non. Bah bien sûr, tous les jours. Alors comment on se sent ? Cette chronique, par exemple, je suis débordée de travail. Mais c'est vrai que vous êtes la meilleure, Séti. Personne d'autre que vous dans l'équipe n'aurait pu faire cette chronique aussi difficile. Qu'est-ce que je ressens ? Il apprend très vite. Hein. Là, je me sens flattée quand même, très flattée. Mais non, on comprend qu'on peut se sentir flatté, qu'il y a une sorte de confusion. C'est qu'on peut se sentir vraiment flatté par les compliments, mais que tout ça n'est pas vraiment... Voilà, on se demande si c'est vrai, que c'est pas très franc du collier. Oui, mal à l'aise. Ouais, exactement. C'est ça, c'est le malaise qui est un signal. Oui, on se sent malaise, c'est confiant, c'est pas trop, parfois même coupable, si on répond non en particulier. Alors, voilà. On va essayer d'aider les téléspectateurs, c'est le but de cette chronique aujourd'hui, à repérer quelqu'un qui pourrait les manipuler. Oui, parce que c'est pas si facile et parfois on peut mettre très longtemps. Je vais vous aider à l'aide d'un tableau pour les spectateurs à se repérer. Tout d'abord, vous avez vu que j'ai posé une question piège pour faire ce qu'on appelle un début d'emprise. C'est la psychologie de la soumission. Il faut faire répondre à votre interlocuteur un oui. Je lui ai demandé s'il avait beaucoup de boulot et si elle aurait un peu de temps. Elle m'a répondu oui. Donc déjà, j'ai mis l'emprise sur elle. La deuxième chose, très importante, regardez bien ça, messieurs, mesdames, c'est est-ce qu'on vous lit un message positif, un message négatif ? C'est-à-dire que si on imagine que mon marqueur rose est un message positif, Séti, tu es la meilleure, tu es parfaite, vous avez entendu toutes les flatteries que je lui ai dit, et que le message jaune, c'est le dossier à faire d'ici vendredi soir, je lis les deux, ils sont collés. Soit elle refuse les deux, au risque de se faire mal voir, soit elle accepte les deux, c'est-à-dire qu'elle accepte d'être traitée de bonne collaboratrice, mais elle accepte aussi de faire le dossier avant vendredi. Ça, c'est très typique de la manipulation, avec, comme on voit sur le tableau, les flatteries, la tromperie, parce que je lui dis que le dossier est super intéressant, alors qu'en fait, il s'agit d'un dossier comme un autre. Et puis alors, un élément important, c'est que j'ai joué avec son estime de soi, hein, en lui faisant bien sous-entendre qu'elle était la meilleure si elle faisait ce dossier. C'est-à-dire, tu es une bonne si tu fais ce dossier. Et pour peu qu'une personne ait une estime de soi un petit peu fragile, bah, elle va être facilement manipulable. Le fait que vous la tutoyez ne change rien maintenant. Non, tout à l'heure, vous avez commencé par vous, et là, vous dites tu. C'est pas une façon de la manipuler encore plus, non ? Si, parce que le manipulateur, c'est une bonne remarque, va jouer avec l'affectif. Il va chercher à rentrer dans la vie affective du sujet pour pouvoir mieux l'utiliser après. Alors ces comportements manipulateurs, ils sont assez fréquents dans notre vie quotidienne. Ah oui, alors les petites manipulations, par exemple, vous savez, les grandes affiches, vous avez gagné 50 € en grosses lettres avec un petit astérix en bas pour 1 000 € d'achat.
Alors, excusez-moi, il y avait un tout petit décalage, mais je pense que vous avez compris. Ce que je trouvais intéressant, Philippe, dans cette vidéo, c'est qu'on ne parle pas d'un cas grave. On ne parle pas d'un cas grave de harcèlement, de discrimination, de burn-out. On parle quasiment du quotidien de nombreux salariés qui sont parfois en proie à des sortes d'injections contradictoires, à des flatteries, etc. Est-ce que, là aussi, les termes qu'emploie ce psychiatre sont justes? Est-ce qu'on peut parler d'emprise dans ces interactions du quotidien? Est-ce que lorsque on prêche un non pour après avoir un oui, on est dans la manipulation? Est-ce que, ce faisant, on porte atteinte à la dignité des gens? Oh là là, c'est une question difficile. Parce que justement, j'aurais quand même envie d'essayer de prendre les choses au cas par cas, quoi. Je veux dire, sinon c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que est-ce que les manipulateurs sont partout, Philippe? non, mais en fait, non. En fait, je pense qu'il faut pas confondre. Il faut pas confondre manipulation et influence. Nous avons tous une influence les uns sur les autres. Tous, tout le temps, nous avons une influence les uns sur les autres. Et quand on a des rapports de hiérarchie, on a d'emblée une influence plus forte. C'est-à-dire que quand toi ou moi, parce qu'on a ce point commun, même si on ne fait pas le même boulot, mais les gens viennent nous voir et nous disent « je vais mal, j'ai un problème, je viens vous demander de l'aide ». Et ça nous met dans une position haute. On a une position de pouvoir sur la personne, elle nous donne le pouvoir, elle nous dit « aidez-moi, voire presque sauvez-moi la vie, j'en peux plus, aidez-moi ». Et quand on est dans cette position-là, on a un pouvoir sur les gens et on doit être attentif à ne pas abuser de ce pouvoir. Ça, c'est sûr. Mais là, si on est en train de parler... Enfin, ça dépend jusqu'où ça va. Mais si on parle de quelqu'un qui va dire quelque chose de positif sur vous pour vous encourager à faire quelque chose, est-ce qu'on est déjà en train de parler de manipulation? Si moi, je suis en train de dire à un patient, écoutez, moi, je pense que vous avez des capacités. Je pense que vous n'êtes pas foutu. Je pense que vous avez encore de l'énergie. Et je suis sûr qu'avec cette énergie, vous pourriez faire peut-être ce petit exercice thérapeutique qui pourra vous aider d'ici la prochaine fois. Est-ce que je l'ai manipulé? Alors, je l'ai influencé. Et quand je dis à mes enfants, écoute, je suis sûr que tu es capable de faire ce travail. Je pense que tu as déjà montré que tu pouvais faire du super travail. Et je suis sûr que là, tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Et je pense que tu peux le faire. Et de toute façon, il va bien falloir que tu le fasses, puisque ton prof t'a demandé de le faire et que les devoirs, bah, c'est comme ça. Mais est-ce que je l'ai manipulé? Alors, si on me dit oui, alors dans ce cas, oui, nous manipulons tous les uns les autres. C'est pour ça que je préfère parler d'influence. Par contre, effectivement, si dans mon intention, j'avais l'intention de soumettre la personne, de lui faire accepter de plus en plus de choses et d'abuser d'elle, de lui demander des choses qui ne sont pas dans ses attributions de travail, de lui demander des tâches qui sont humiliantes, ou de lui demander des tâches pour la faire échouer. Là, oui, mais est-ce que c'était l'intention de la personne qui parle? Non, je dis, voilà, t'es quelqu'un de bien, t'as un peu de temps, il y a un dossier, ça peut t'intéresser. Enfin, quel patron va dire à son employé, j'ai un dossier, mais c'est pas intéressant du tout? Enfin, on va essayer d'encourager l'employé à faire quelque chose de positif. Donc, il faut faire attention. Est-ce que la manipulation, c'était un espèce de piège tendu par l'employeur pour faire entrer l'employé quelque part et le surexploiter? Est-ce qu'il n'y avait aucune honnêteté? Ouais. Et en fait, à côté de ça, je pense que pour moi, ce qui fait la distinction justement entre cette influence et cette manipulation, c'est aussi dans quel but elle est réalisée. Si je reprends l'exemple des devoirs ou de mon patient à qui je vais dire ça, ou par exemple, si toi, tu parlais des gens qui veulent négocier en termes d'argent, par exemple, tu vas dire aux gens, écoutez, moi, je comprends ce que vous dites, je comprends votre point de vue, et oui, effectivement, vous avez raison, et peut-être que votre patron, il ne s'est pas bien comporté avec vous. Et en même temps, je suis sûr que vous pouvez comprendre que là, vous n'obtiendrez pas tout ce que vous souhaitez. Je suis sûr que vous pouvez comprendre que là, il va falloir faire cet effort-là pour que ça se termine, parce que si vous continuez les procédures, vous allez en pâtir, vous n'allez pas être bien. Et voilà. Donc, tu vois bien que même quand tu vas donner un conseil juridique, tu vas entourer le truc pour que la personne le vive mieux. Et ça, pour moi, c'est pas de la manipulation à partir du moment où c'est dans l'intérêt de la personne aussi. Par contre, c'est de la manipulation si c'est dans mon unique intérêt. Un politicien va mentir pour qu'on vote pour lui. Oui, il nous a manipulés. Mais parce que c'était dans son intérêt juste à lui. Mais un médecin vous encourage pour vous pousser à prendre un médicament qui est bon pour vous.
c'est pas dans son intérêt à lui, la consultation, elle coûtera pareil. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. Donc, par exemple, dans l'exemple qu'on a entendu, est-ce que vraiment ça va contre les intérêts de l'employé d'avoir parlé comme ça? Je ne sais pas. Ça dépend du contexte du travail. Oui, non, c'est très juste. Et c'est d'autant plus juste que tu dis, et après je vais en venir, parce que je voulais absolument poser le débat dans le dur côté terrain, avant de vous parler des définitions plus larges qu'on retrouve dans la Constitution, la Convention européenne des droits de l'homme, dans tous les codes sur la notion de dignité, parce que c'est cette appréhension du réel qui nous intéresse. Mais ce que tu viens de dire, Philippe, ça fait écho à ce que, précisément, moi, ce que je dis à mes clients. Je leur dis, cette question-là de votre dignité, elle se réglera jamais nulle part. C'est-à-dire que vous n'aurez pas satisfaction. Même moi, je vois quand j'arrive à obtenir des transactions importantes, qui parfois se chiffrent en centaines de milliers d'euros pour certaines personnes, effectivement, ça se fait pas du jour au lendemain, mais cet argent-là ne rattrape pas tout. Elle ne rattrape pas particulièrement la question de la dignité. Je vais donner un petit exemple. J'ai une dame qui avait 30 ans de carrière dans une grosse boîte et qui a été licenciée pour inaptitude, mais pour une pseudo-inaptitude qui n'aurait pas dû en être. Je vous passe les détails. Mais quoi qu'il en soit, cette dame-là, je lui ai obtenu une transaction, des indemnités transactionnelles au-delà des indemnités conventionnelles, comme on dit classiquement, très, très importantes et très satisfaisantes. Et bien, cette dame-là, ce qui l'a blessée, malgré le virement sur son compte de cette somme très substantielle qui pouvait, propre à lui ouvrir des perspectives très sympathiques pendant toute la période de sa retraite, eh bien, cette dame elle m'a dit, vous savez quoi, Judith, ce qui me reste, c'est le mépris que mon employeur m'a manifesté lorsque je suis venue chercher mes affaires. Et écoute cet exemple vraiment très édifiant, Philippe, et je vous invite, vous tous participants, à l'écouter parce qu'il est très symptomatique de ce ressenti de l'atteinte à la dignité de la personne que beaucoup de gens peuvent avoir, surtout dans des contextes de départ au licenciement. Donc cette dame-là vient chercher ses affaires. Elle a 30 ans de maison. Elle a des collègues, elle s'est plutôt bien entendue avec tout le monde. Et elle vient, elle prend son petit carton, elle met toutes ses petites affaires, et elle entend que dans le bureau d'à côté, elle a une collègue, même niveau hiérarchique qu'elle, 2 ans plus jeune qu'elle, mais voilà, tout pareil, elles ont évolué en même temps au sein de cette boîte, et elle fait son pot de départ, parce qu'elle part à la retraite. Et ma cliente, malgré le chèque, malgré la bataille en termes de négociation que j'ai faite auprès de l'employeur, et qui a abouti, eh bien, cette blessure restée brûlante, elle a dit, vous vous rendez compte, Judith, moi, je suis partie comme ça, en catimini, comme personne. J'ai même pas eu droit à 3 croissants, un café, un petit verre, rien du tout. Et dans le bureau d'à côté, j'avais ma collègue à qui on fêtait le départ. Et ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Et ça, je dis souvent à mes clients, cette sensation de perte de dignité, un avocat peut pas vous aider, un psychiatre sans aucun doute, une démarche thérapeutique sans aucun doute, une activité artistique ou sportive. Mais ce qui est certain, c'est que si l'avocat peut pas aider à ça avec un beau chèque, un juge prud'homal, encore moins. Et les gens attendent beaucoup de la justice, Philippe, parce qu'ils ont l'impression, et là je suis aussi très, très intéressée de t'entendre, ils attendent beaucoup de la justice en ce sens qu'ils se disent que si l'employeur n'est pas d'accord pour tel ou tel montant, et de toute façon, moi, je serai jamais d'accord avec tout ce que pourra proposer l'employeur parce que ce sera jamais suffisant pour couvrir la somme de tous les préjudices que j'ai subis. Donc, je transfère ma problématique au juge prud'homal qui a 15 minutes, 20 minutes emballé, empaqueté pour juger de mon dossier et 10 minutes plus tard pour ouvrir mon dossier. Et ce qui, des fois, fonctionne, mais au prix, et je vous le dis à vous, assistants sociaux notamment, qui écoutez ce webinaire, aujourd'hui, les délais sont énormissimes au prud'homme. Vous avez des audiences en 2025, c'est-à-dire que les gens doivent attendre 3 ans le temps de se retrouver au premier niveau de juridiction. Quand on fait appel d'une juridiction, c'est parfois 2 ans, ce qui fait que les délais sont complètement fous. Alors oui, parfois, vous avez des arrêts de la cour d'appel qui sont extraordinaires, qui rétablissent les gens dans leur dignité. Mais au prix de combien d'années de procédure et de temps et d'argent, d'énergie consacrée, parce que toute cette poursuite de cette notion de dignité, et je vais tout de suite arriver à la définition, eh bien,
et tu me diras, Philippe, si tu partages mon sentiment, elle obstrue tout, elle l'occupe, elle mobilise complètement l'énergie des gens, et alors que c'est une sorte de puits sans fond où quelle que soit, et je ne vais pas me répéter, mais quelle que soit la solution, et même la solution financière, objective, hyper intéressante qu'on peut offrir aux gens, eh ben, ça ne répare pas. Pourquoi, Philippe, toi psychiatre, ça ne répare pas les procédures, la justice, le beau chèque, la transaction? Pourquoi ce sentiment que quand on m'a fait mal à ma dignité, c'est comme si ça restait un peu pour toujours? Oui, et je voudrais encore pour ajouter à la question, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de gens et il y a une idée commune, même sociétale, qui est beaucoup, beaucoup véhiculée sur le fait que c'est la procédure qui répare. Et je veux dire, pour le prendre dans l'autre sens, alors ça n'avait rien à voir avec ça, mais par exemple, je me rappelle d'un employeur qui m'avait dit qu'il avait été très embêté du fait que un de ses employés avait déclenché une démarche comme ça de prud'homme pour tout un tas de choses juridiques qui m'échappent, peu importe. Mais il disait, mais pourquoi la personne n'est pas venue me voir et négocier avant d'entamer les démarches juridiques? Elle est allée directement à la démarche juridique, on n'en a même pas parlé. Et par exemple, ça c'est intéressant parce que il dit, mais on aurait pu parler. Et probablement que la personne qui est allée directement à la démarche juridique sans en parler, c'est parce que cette personne a pensé à tort que la démarche juridique et la démarche financière, etc., ce serait ça qui serait à même d'être réparé. C'est-à-dire que la personne voit, j'ai été embêté, harcelé, trop fait travailler, burn-outé, et donc forcément la réparation, ce serait que je ne travaille plus là, et que j'ai l'argent que je mérite pour tous les sacrifices que j'ai faits. Et en fait, non, bizarrement, même si on a l'impression que ce qui a été atteint, c'est nos heures de travail, notre investissement, etc., j'ai tout donné à cette boîte et j'ai rien reçu. Si c'est ça l'impression qu'on a, eh ben, c'est une illusion de croire que c'est justement la procédure, le fait de déclarer quelqu'un coupable, ou même l'argent qui va réparer. Mais tu sais, c'est un débat qu'il y a dans d'autres domaines. Moi qui m'occupe beaucoup de psychotraumatisme, il y a des personnes qui promeuvent le fait que le seul moyen qu'une victime de psychotraumatisme, j'entends de violence sexuelle ou maltraitance, etc., aille mieux, se sente réparée, c'est qu'elle porte plainte et qu'elle fasse condamner. Et que quand elle entendra que l'État français, la justice condamne l'agresseur, c'est la seule voie pour aller mieux. Alors moi, je peux témoigner qu'il y a des gens que ça a aidé fortement, il y a des gens ça leur a sauvé la vie, que la société reconnaisse la culpabilité de l'agresseur, il y a des gens ça ne les a pas aidés. Il y a des gens, comme tu dis sur les prud'hommes, c'est-à-dire la procédure a duré très longtemps, et les audiences, et la confrontation, et les expertises, etc., et la cour d'assises, et tout raconté plusieurs fois dans les détails. Il y en a, ça les a bousillés. Et donc, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas qu'une seule solution et qu'en tout cas, on aura beau faire condamner un agresseur, on aura beau lui faire payer des sommes incroyables, etc. La blessure qu'on a eue, la blessure à notre dignité, elle ne se répare pas de cette manière-là. Pourquoi? Parce que la dignité, ça vient de l'idée que je me fais de la dignité et de mes valeurs. Et donc, c'est à l'intérieur de moi que quelque chose doit se réparer. Pour reprendre en caricaturant l'exemple que je donnais avec l'enfant qui se fait insulter, s'il dit « tu n'as pas le droit de me dire ça, donc tu dois me fournir des excuses, tu dois me… » Oui, mais ça n'enlève rien au propos qu'il a dit. C'est quand il arrive à se dire « je me dis que tu pouvais dire ça, c'est faux, c'est pas vrai, mais c'est ton problème. » Et c'est pareil ce qu'on disait sur les couples. Je n'arriverai jamais à te convaincre du passé, je n'arriverai jamais à te convaincre de ma version, tu n'arriveras jamais à comprendre ce que moi j'ai vécu quand tu me parlais de cette manière. Et c'est au moment où la personne renonce à ce que ce soit l'autre qui nous répare, qu'on commence à aller mieux et qu'on se dit « Ok, j'ai été blessé, j'ai été atteint de quelque chose, je suis responsable de ça. Pas responsable au sens c'est ma faute, mais responsable d'en faire quelque chose. » Et donc l'autre, l'agresseur est responsable de l'agression. La victime, à partir de là, hélas, a une responsabilité sur son avenir et elle doit en faire quelque chose. Donc ça ne répare pas, parce que ce qui a été blessé n'est pas chez l'employeur, par exemple. Ce qui a été blessé est à l'intérieur de la personne blessée. Et donc c'est à lui de le réparer. Ça paraît un peu contre-intuitif, peut-être un peu injuste, mais en tout cas c'est un fait. L'autre ne peut pas le réparer, puisque ce n'est pas en lui.
C'est à l'intérieur de moi, c'est une valeur à moi qui a été blessée. Pour le coup, c'est pas une attaque physique ou matérielle, c'est un truc dans ma tête, dans mon cœur qui a été blessé. Donc c'est là que ça doit se réparer. Très intéressant. Bah, tu vois, cette notion de dignité, j'en reviens à la question que posait Catherine, et bien évidemment, j'allais l'évoquer maintenant. C'est quoi la définition de la dignité au niveau de la loi? La notion de dignité, bien sûr, c'est une notion extrêmement extensive. C'est une notion qui est consacrée par plusieurs normes internationales et qui apparaît aujourd'hui comme un principe juridique premier. C'est pas seulement un droit fondamental en soi, intuitu personné, c'est-à-dire qui a trait à la personne elle-même, mais elle constitue la base même des droits fondamentaux. L'article 1er de la Charte des droits fondamentaux stipule que la dignité humaine est inviolable. On parlait des violences sexuelles. Qu'est-ce que ça veut dire inviolable? Ça veut dire intouchable, imperméable. Personne ne peut y porter atteinte. Et l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux continue en disant donc la dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée. Et dans son article 31, de surcroît, le droit de tout travailleur à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité, sa dignité, donc est aussi expressément consacré à l'article 31. En droit interne, la dignité de l'homme, elle a été consacrée à l'article 16 du Code civil, qui a valeur constitutionnelle. Cette sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation. Donc, elle ne se situe pas simplement aux frontières de la famille ou de l'entreprise, mais elle appartient à toute la société, ce qui veut dire que puisque c'est un principe fondamental, rien, ni le travail, ni la subordination, ni les conditions dans lesquelles s'effectue ce travail ne peut justifier la moindre atteinte à la dignité. Elle vaut à tout moment et en tout lieu, sans limitation possible. Donc, tu vois, Philippe, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois, le Code du travail parle de l'atteinte à la dignité comme une troisième condition, mais qui relève plus de l'ordre du ressenti, alors que le Code civil et la Charte sur les droits fondamentaux le posent comme étant un droit fondamental qui doit être respecté en tout moment, en tout lieu, sans limitation possible. Donc, le principe de dignité de la personne n'a pas pour horizon la protection d'une personne en particulier, ni même une catégorie de personnes, mais de l'humanité en général. C'est un principe fondateur dont découlent tous les droits reconnus de l'homme. Et que la jurisprudence, comment est-ce qu'elle interprète souvent l'atteinte à la dignité, c'est-à-dire que disent ces fameux arrêts de la Cour d'appel ou de la Cour de cassation en matière d'atteinte à la dignité, ça s'incarne dans la négation de la personne en tant qu'individu et de réduction de l'autre au statut de chose, alors même que l'auteur ne se qualifie pas lui-même de victime. Ce qui veut dire, et c'est là que c'est très intéressant, à vous participants, voilà l'élément de droit que je vais vous donner, c'est que l'atteinte à la dignité n'est pas exclusive des conditions de harcèlement, de discrimination, de burn-out. Elle peut se vivre, elle peut se ressentir, que ce soit dans ses manifestations objectives ou subjectives, en dehors de tout contexte de harcèlement, de discrimination, ce genre de choses. Alors, si cette atteinte à la dignité, elle est vécue, c'est un principe fondamental qui est hyper large, qui tient pas lieu d'une personne en particulier, mais qui doit avoir sa place en tout temps ou en tout lieu dans la sphère familiale, professionnelle, toutes les sphères de la société. Et que cette notion-là, elle peut aussi se situer en dehors de toute notion de harcèlement. Alors, comment est-ce qu'on le prouve? Puisque ça relève du ressenti. Alors, ça se prouve parfois de manière un petit peu très radicale par ce qu'on appelle une prise d'acte. Une prise d'acte, c'est une démission. C'est-à-dire, je me barre, je m'en vais, c'est insupportable pour moi et voilà. C'est même pas une démission en bonne et due forme, c'est vraiment du jour au lendemain, je ne reviens pas sur mon lieu de travail. Et là, si on veut que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieux, il faut que ces faits invoqués, qui sont de l'ordre de l'atteinte à la dignité, donc beaucoup du ressenti, elles doivent non seulement être établies, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.
Ce qui veut dire, en langage plus simple, et je vous résume ce que je viens de vous exposer, c'est que oui, ces questions d'atteinte à la dignité peuvent être amenées devant un employeur, dans le cadre d'un départ de l'entreprise, ou même devant un juge prud'homal, même en dehors de tout phénomène de harcèlement, de discrimination ou de burn-out, mais il faut que cette atteinte à la dignité, elle ait été revêtue d'une particulière gravité. Alors, c'est là que je m'adresse au psychiatre que tu es, Philippe, c'est que à partir du moment où on vient de dire que cette notion de hiérarchie du grave et du pas grave, comment est-ce que toi, psychiatre, tu la transmets aux personnes que tu ressens, sachant que, voilà, moi en tant qu'avocate, effectivement, chaque cas d'espèce est un cas à part. Et il n'est pas question, et je pense que voilà aussi mon point de vue, d'invalider le ressenti des gens. Il y a des gens parfois, et souvent même d'ailleurs je vois, et je te laisse tout de suite la parole, c'est souvent les gens qui ont vécu les choses les plus graves, qui en parlent en les minorant beaucoup, et les gens qui ont vécu des choses a priori moins graves, moins revêtues par ce caractère de gravité qu'oblige le législateur ou la jurisprudence, et qui au contraire vont parfois peut-être monter en épingle une situation qui doit pas être. Mais parce que pour moi, justement, la notion de gravité, pour moi, vraiment, je parle en tant que psy, hein, la notion de gravité reste quelque chose quand même de difficilement mesurable et qui a quelque chose justement de subjectif. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure, je faisais pas le parallèle, mais je faisais le lien par exemple avec la question des violences, des violences graves, par exemple des violences sexuelles. Par exemple, le législateur a distingué l'agression sexuelle et le viol. Mais donc en termes d'interdiction, l'agression sexuelle étant un délit, le viol étant un crime, et il le distingue avec le fait qu'il y ait ou pas une pénétration. Mais en même temps, force est de constater chez nous les psys qu'il y a des personnes qui ont subi juridiquement quelque chose de plus grave, avec un viol en réunion, avec des actes de torture, de barbarie, etc., et qui des fois ont une résilience incroyable et vont, on ne sait même pas comment, s'en remettre, parfois mieux que des personnes qui ont eu quelque chose de juridiquement moins condamnable, bien qu'horrible, mais juridiquement moins condamnable, et qui pourtant vont en garder des séquelles plus longtemps et qu'on va avoir beaucoup plus de mal à remettre en forme, etc. Donc, je veux dire, c'est pas une science exacte, la gravité psychique, je pense. Je pense pas du tout qu'il y ait de proportionnalité entre la gravité des faits et la gravité psychique. Et par exemple, si on est un peu sensibilisé à cette approche que je propose sur le harcèlement, il est possible qu'il y ait des choses qui deviendront d'un seul coup moins graves et qu'on va supporter beaucoup mieux. Et que les enfants qu'on voit pour le harcèlement scolaire ou les adultes pour le harcèlement professionnel, quand ils savent comment vivre les choses, ils prennent moins mal, ils vivent moins mal les choses, et il y a certaines remarques qui leur passent par-dessus, et ils arrivent à faire le distinguo. Et donc du coup, c'est vrai que, bien que je ne sois pas juriste, je préfère souvent parler de interdit que de grave. Si un enfant me rapporte des faits qui sont condamnables, par exemple, je vais dire, ça c'est interdit. Par exemple, il t'a touché sans ta permission, il n'avait pas le droit de faire ça, c'est interdit. Mais je ne vais pas lui dire c'est grave, parce que je ne sais rien de la manière dont il va s'en remettre. Si ça se trouve, il a une résilience incroyable, le gamin, il a des parents qui l'entourent, il va trouver des bons thérapeutes, il va s'en sortir très bien. Donc moi, je ne vais pas dire c'est grave, je vais dire ça c'est interdit, il faut que j'intervienne. Par contre, s'il s'agit de purement verbal, je vais dire ça c'est embêtant, ça t'embête, ça te gêne, ça te fait mal, ça te touche. Est-ce que tu veux qu'on essaye de trouver une solution pour que ça te touche moins ? Et donc, je pense que... Enfin, pour moi, c'est ça la notion importante. Donc, grave et pas grave, moi, c'est des mots que j'essaye de pas trop utiliser, en fait. Interdit, autorisé, quand je sais que c'est le cas, n'étant pas juriste, avec toutes ces limites-là. Mais la gravité, c'est la subjectivité de la gravité. C'est ça. Alors, pour aller dans le sens de ce que tu viens de décrire, entre le grave et le pas grave, et tu as donné un mot très important pour moi, avocate, qui est le terme d'interdit. Et l'interdit va me permettre de répondre à la question de Dalila sur l'interaction des justices pénales et civiles. Comment est-ce que ça s'articule pour répondre à ces questions de harcèlement au travail ? Je vous dirais, Dalila, exactement avec le terme que vient de mettre en avant le docteur Haïm, à savoir que les phénomènes de harcèlement au travail ou d'atteinte à la dignité ne sont pas toutes pénalement répréhensibles. La qualification juridique du fait, c'est
du harcèlement, de la discrimination, un burn-out, dû aux conditions de travail, à la dégradation des conditions de travail, mais ces dégradations, c'est pas forcément dû à un manquement d'ordre pénal. Et un manquement d'ordre pénal, c'est ce qu'on appelle un délit. Tant qu'on n'est pas dans la catégorie du délit, on reste dans le cadre de la justice civile, c'est-à-dire de la justice prud'homale. La grande différence qu'il y a entre les justices pénales et civiles, même si ça évolue du côté prud'homal, c'est la question de la preuve. Au niveau pénal, on peut amener, par exemple, la preuve est libre. On peut amener des vidéos prises sans l'accord de l'intéressé. On peut amener des captures audio. On peut amener quasiment toutes les pièces. Ce qui n'est pas le cas au civil, c'est-à-dire au prud'homme. Toutes les pièces ne sont pas recevables. La grande différence aussi, c'est que l'atteinte à la dignité au niveau du Conseil des prud'hommes, elle est entendue, on va dire, de manière large, comme un principe de droit, etc. Et alors qu'au pénal, c'est un peu la définition qu'on a donnée le docteur Haïm, c'est une vision grave, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit un droit très gravement atteint. Quand on parle de l'atteinte à la dignité au pénal, c'est par exemple quand on parle de travail dissimulé, ou qu'on laisse travailler une personne plus de 15 ou 18 heures par jour sans lui donner des horaires précis. Donc c'est vraiment des cas de figure qui se retrouvent relativement rarement, qui existent, mais qui se retrouvent relativement rarement. Mais tout ça pour répondre donc à votre question Dalila, c'est que oui, les justices pénales et civiles peuvent tout à fait interagir ensemble. En général, on attend la condamnation pénale, le juge prud'homal attend la condamnation pénale pour pouvoir avoir une vision à 360 degrés du dossier et pouvoir se prononcer. Mais en tout cas, effectivement, elles interagissent entre elles. Attention, et c'est souvent la tentation de beaucoup de salariés qui se disent victimes de harcèlement, de discrimination, et c'est parfois souvent le cas, mais bon, pas toujours, et qui veulent aller au top du top de l'engagement de la responsabilité de l'employeur et qui disent « je vais non seulement entamer, il me demande oui maître, moi je veux faire une procédure au civil et devant donc le Conseil des prud'hommes classiquement, et je veux aussi porter plainte au pénal. Et là, il faut vraiment des éléments caractéristiques d'une particulière gravité quant à l'atteinte à la dignité. Alors, pour pour surfer sur cette idée de grave ou de pas grave, peut-être Philippe, tu pourrais nous donner une sorte de vision, peut-être un peu directe, ou de jeu de rôle, un petit peu comme on l'a vu dans cette vidéo, mais en bien mieux, de comment effectivement tu peux aider une personne que tu reçois à ton cabinet à dénouer ces interactions qui lui laissent à penser que oui ou non, on a atteint sa dignité. Si c'est vrai, bah, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on fait? Comment tu traites concrètement ce genre de choses? Alors donc déjà, je vais essayer de voir si ce que je peux lui proposer est approprié, si on n'est pas effectivement dans un dégât objectif. Ça, c'est important au départ, puisque ça ne servira pas pour un dégât objectif, mais ça servira pour un problème subjectif, c'est-à-dire d'une relation qui s'est installée et qui a mis la personne avec quelqu'un qui se prend des petites remarques, quelqu'un qui se prend voilà, des petites moqueries, des petites réflexions, des petites pressurisations continuelles. Et en fait, l'idée, c'est d'aider la personne à réaliser un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie difficulté, tiens, tu disais, qu'est-ce que vous voulez? Souvent, la personne va me dire, ce que je veux, c'est qu'il arrête. Ce que je veux, c'est qu'il ne dise pas ça. Et s'il arrête de dire ça, ça ira mieux. Et donc, du coup, on va essayer petit à petit de réaliser qu'est-ce qui fait qu'il peut le dire? Qu'est-ce qui fait qu'il continue à le dire? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Et en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'à mon avis, parce que là, pour le coup, il y a un mot que tu as dit tout à l'heure, c'est des agissements répétés. Et ça, c'est très important, parce que le harcèlement, c'est jamais une agression unique. Le harcèlement, c'est répété. C'est pour ça que je peux me permettre en tant que psy d'intervenir, puisque c'est une relation. Si c'est des agissements répétés, c'est une relation. Et qu'est-ce qui fait qu'une relation se crée, d'une certaine manière? Ben, une relation, c'est à deux, en fait. Et donc, en fait, il y a quelque chose dans l'attitude de l'un qui autorise l'autre à recommencer. Pourquoi certains se feraient harceler répétitivement et pas d'autres? Alors que peut-être ils ont les mêmes caractéristiques, qu'ils ont la même tête, qu'ils ont la même origine, ou qu'ils ont tous les deux un nom de famille imprononçable, ou des choses de ce genre-là. Comment ça se fait? Ça se fait parce que, parfois, avec la meilleure volonté du monde et sans le faire exprès,
la personne qui est agressée a laissé passer un message qui est, eh bien, ça marche bien avec moi, ça m'atteint, ça me touche, et ça me touche tellement que, quelque part, quand on est très touché de façon extrêmement visible, ça laisse à l'autre comme une sorte de télécommande jusqu'à mon cerveau. Il a juste à appuyer sur un bouton, et hop, ça déclenche tout de suite mes réactions. Qu'est-ce qui déclenche les réactions? Qu'est-ce qui montre qu'on est atteint? Ce qui montre qu'on est atteint, c'est soit quand on va baisser la tête, entre guillemets, c'est qu'on va dire mais arrête, enfin c'est pas gentil, pourquoi tu me parles comme ça? Soit qu'on va contre-attaquer, et attention, si tu continues à me parler comme ça, tu vas voir. Soit qu'on va parfois ignorer, mais ça marche pas, personne ne sait vraiment bien ignorer. Hein. Si tu me dis une insulte et que je fais j'en ai rien à faire, tu vas savoir que je suis atteint. Et il y a aussi le fait de dénoncer. Si tu continues à me parler comme ça, je vais aller voir le N plus 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, c'est une réaction qui montre qu'on a été touché, qu'on a été percuté. Donc, je dis bien, si c'est un dégât subjectif et que ce qui est en jeu, c'est mon honneur, mon ego, ma dignité, mon respect, eh bien, le gros piège, c'est de devenir dépendant des remarques de l'autre. Donc, par exemple, je vais jouer un jeu de rôle avec le patient, dans lequel je vais lui demander de jouer le rôle de ses harceleurs, de ses agresseurs, et moi, je vais jouer son rôle à lui. Et donc, je vais réagir comme lui, il réagit, pour qu'il réalise en fait que ça lui donne une porte ouverte pour continuer. Donc, par exemple, il va me dire, mais c'est pas possible, c'est quoi toutes ces erreurs là dans ce rapport? C'est pas possible de faire autant d'erreurs. Comment ça, il y a tellement d'erreurs? Mais enfin non, il n'y a pas tellement d'erreurs. Ah si, il y a beaucoup d'erreurs. Hein. Moi, en 20 ans de boîte, j'ai jamais vu autant d'erreurs dans un rapport. Tu sais, faut que tu fasses attention. Comment ça, attention? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, faut que tu fasses attention si ça arrive aux oreilles du chef. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien, mais tu devrais quand même faire attention. Il faudrait quand même pas t'étonner que tout le monde t'a à l'œil. Hein. Donc, tu ferais mieux de surveiller ta boîte mail ces derniers temps parce que, etc. Oui, des remarques, des insinuations. Et si, par exemple, en face, alors ça peut être des choses plus graves que ça, hein, mais et donc si je réagis soit en disant non mais arrête, pourquoi tu me dis ça? Il va recommencer facilement en fait. Le patient va réaliser lui-même qu'il recommence facilement. Ou si je m'énerve en retour. Et toi alors, attends, c'est pas parce que tu as 20 ans de boîte de plus que moi qu'il faut te croire supérieur. Moi je vais gravir les échelons, tu vas voir. Et ben donc ça lui donne aussi une autorisation à continuer. Et puis dans un deuxième temps, je vais peut-être rejouer le jeu de rôle. D'ailleurs, moi j'aurais adoré jouer le jeu de rôle avec la personne qui était à la télé là, parce qu'il y a des manières de répondre qui s'apprennent et qui peuvent permettre de calmer tout de suite l'agressivité. S'il me dit mais il y a beaucoup d'erreurs dans ton rapport, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais dire ah bon? Il y a beaucoup d'erreurs? Bah oui, j'ai vu plein d'erreurs. Oh, bah écoute, merci parce que je les avais pas vues en fait. Oui, fais attention parce que tu n'as pas beaucoup d'expérience. Bah écoute, heureusement qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience parce que du coup, ça me permet d'éviter des trucs. C'est quand même. Voilà. Et alors, je caricature un peu le jeu, mais ce qui va se passer, c'est que si je demande à la personne qui a joué avec moi, je vais lui dire laquelle des 2 fois, par exemple, vous aviez le plus envie de me dénoncer. Vous aviez le plus envie d'aller voir le patron pour dire franchement, le petit nouveau, il fait n'importe quoi. Eh bien, la première, en fait. Parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui se défend, qui va mal, et qu'on agresse et qu'on suragresse, on se sent un pouvoir, on se sent tout puissant. Quand on a quelqu'un qui est imperméable à ce qu'on est en train de dire, comment il fait pour être imperméable? Il lui montre qu'il est imperméable en lui répondant positivement et calmement. Et du coup, l'autre n'est pas contre-attaqué, et du coup, il a moins envie de contre-attaquer à son tour. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que si on s'énerve en retour, on augmente l'envie de contre-attaquer, en fait, on augmente le conflit. Donc moi, ce que j'essaie d'apprendre aux personnes, c'est une manière de désamorcer les différents types d'agressivité. Donc je ne suis pas entré dans les détails, mais il y a 3 types d'agressivité, etc. Et pour les différents types d'agressivité, il y a vraiment des outils qui permettent de désescalader l'agression et de ne pas se retrouver dans la posture où on est finalement la victime idéale. Où on est la victime qu'il est agréable d'embêter, on est la victime sur qui ça va marcher, où on est le marchepied sur lequel on va s'appuyer pour gravir les échelons. En fait, l'idée, c'est de sortir de ce rôle-là, mais attention, le grand piège, c'est qu'on peut sortir de ce rôle-là sans forcément avoir à être agressif à son tour. Je pense que tout l'enjeu est là. Et c'est ce que veulent les gens. D'ailleurs, les gens ne veulent pas qu'on leur apprenne à être agressif à leur tour. Ils ne veulent pas qu'on leur apprenne à se venger. Ils aimeraient pouvoir s'en sortir sans se cacher derrière d'autres, sans avoir à dénoncer et à passer pour faible, mais sans avoir non plus à devenir méchant. Et bon, des moyens existent. Je vais donner un exemple très rapidement comme ça, mais il existe des réponses, des moyens de parler qui s'apprennent et qui permettent de désescalader la violence verbale et d'avoir des meilleurs rapports au travail et de ne pas être la victime idéale sur laquelle tout le monde va se défouler, quoi. D'accord. Est-ce que
ces techniques que tu déploies, alors je le dis pour nos participants, c'est que avec Philippe, on a monté des programmes de formation extrêmement intéressants sur tous ces sujets qui ont trait au droit du travail et qui ont des racines et des émanations et des conséquences à la fois juridiques, judiciaires, sociales, psychiatriques, familiales et autres, parce qu'on sait ô combien que tout ce qu'on vit dans la sphère professionnelle, eh ben, on le remet après dans la sphère familiale, ou parfois des abus qu'on vit dans la sphère familiale, eh ben, on les déplace, en tout cas le malaise, on peut le déplacer aussi dans la sphère professionnelle. En tout cas, si vous êtes intéressé par des formations chez vous, que ce soit en Zoom ou en vrai, des conférences un petit peu théâtralisées de mise en situation, Philippe Heim est excellent dans ce genre d'apprentissage. Et en tout cas, voilà, notre double regard est très porteur parce qu'il permet à beaucoup de services, de professionnels au sein des RH, des assistants sociaux, des managers, des médecins du travail, de pouvoir disposer de regards croisés et puis après d'en discuter entre eux et de trouver les personnes ressources au sein de la structure qui sont le plus porteurs pour dénouer ces situations. Et c'est là que je vais te poser une dernière mais très très importante question, Philippe. Quand quelqu'un se sent harcelé ou quand on a porté atteinte à sa dignité, il va aller voir, alors parfois quand c'est grave ou qu'il est arrivé à des conclusions où il se dit ce que je vis est inadmissible, donc il va voir un avocat. Pour entamer une thérapie, il va aller voir un psy. Il va parfois passer la porte du bureau de l'assistante sociale ou de la DRH ou voir le médecin du travail, etc. Donc, quand tu prends la foultitude de guides contre les risques psychosociaux, et notamment contre tous ces contextes qui portent atteinte à la dignité des gens, et ben dans la majeure partie des cas, la solution qu'on offre aux salariés, c'est de dire surtout ne vous inquiétez pas, vous avez plein d'interlocuteurs au sein de l'entreprise, sans compter les syndicats, même vos collègues qui peuvent témoigner pour vous d'une situation dégradante ou harcelante ou discriminante, ou alors vous avez des interlocuteurs en dehors de l'entreprise, des associations, des avocats, des médecins, etc. Et comment est-ce que tu expliques, Philippe, que la voie, c'est-à-dire de prise en charge par une forme d'introspection ou de responsabilisation, je ne sais pas comment dire, ou d'absence de victimisation n'existe pas. Et que la seule proposition qu'on fait aux gens, c'est de leur dire attention, vous êtes victime, restez victime, et vous allez avoir tout un panel d'interlocuteurs qui va venir vous aider. Et on ne propose jamais ou rarement aux personnes, en tout cas concernées, puisque comme tu dis, c'est une relation, de s'en sortir seule. Et toi, je sais que tu as élaboré, notamment au travers du harcèlement scolaire, mais de manière donc beaucoup plus large, des techniques qui permettent justement d'éviter ce biais, je dirais qu'il y a un biais cognitif même sociétal, où on enferme les victimes dans leur case de victimes, et pas simplement qu'on les assigne, et j'en ai terminé, à leur posture de victime, c'est qu'on leur dit, surtout, vous allez rester victime, parce que d'autres que vous vont se charger de votre situation, et à un niveau maximal, bien sûr, de la justice, sachant que la justice, comme je viens de le dire, est très très longue. Comment tu expliques que cette option-là, de dire s'il n'y a personne qui prend en charge sa propre problématique, elle n'existe quasiment pas ou peu? Alors, je l'explique de plein de manières. Mais alors, je pense que déjà, effectivement, la démarche que tu décris, alors c'est pas du tout péjoratif si je le dis comme ça, mais justement, c'est une démarche juridique. Et c'est l'application d'une démarche juridique à un domaine qui ne l'est pas forcément. C'est-à-dire que si je suis une victime objective de quelque chose, je vais aller voir un avocat et j'attends que, si par exemple j'ai été victime d'une arnaque, tu vois, de quelque chose comme ça, je vais aller voir un avocat et l'avocat va me dire, écoutez, vous êtes victime, l'autre est coupable, vous n'y êtes pour rien. Surtout maintenant, ne faites rien, à part, évidemment, me payer mes honoraires, et je vais travailler pour vous, je vais parler pour vous. Parce que dans un tribunal, moi c'est ça que je trouve beau d'ailleurs dans le métier d'avocat, vraiment je suis admiratif de ça. On peut parler pour des gens qui ne sauraient pas parler, qui ne sauraient pas se défendre. Je vais parler pour vous, et comme l'État vous doit de la protection, l'État va mettre en jeu des moyens, ils sont insuffisants, mais il va mettre des moyens pour
que vous ayez justice. Vous n'avez pas à faire vous-même, j'entendais une fois un avocat définir ça comme ça, c'est renoncer à se venger soi-même finalement de demander justice. Je ne vais pas me venger de quelqu'un qui m'a fait du mal ou qui a agressé un de mes proches, je vais demander à la justice de faire la justice à ma place, de parler pour moi, et la justice va me dire ne faites rien. Ne faites rien, nous allons faire. Et pour les dégâts objectifs, c'est extrêmement pertinent. Mais pour les dégâts subjectifs, ça n'est pas du tout la même chose, puisque là, au contraire, il faut sortir de sa posture de victime. Pour moi, c'est pas pareil d'avoir été victime de quelque chose et d'être une victime. Ça n'est pas du tout la même chose. Avoir été victime de quelque chose, ça existera toujours. Même une fois l'agresseur condamné, on pourra dire, il y a 10 ans, il y a 15 ans, j'ai été victime d'une agression, par exemple. C'est un fait. Mais être une victime, ce n'est pas la même chose. Et donc, je pense qu'il y a une première chose comme ça, c'est de plaquer un modèle juridique à un endroit où ça n'est pas juridique et où c'est à l'intérieur. Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Malgré la réparation juridique, la blessure intérieure, elle est toujours là. Et l'autre chose, je pense qu'il y a eu une évolution de la société pour élargir un tout petit peu la réflexion et laisser les gens réfléchir à ça. Mais moi, je trouve qu'il y a eu quelque chose qui était une déconstruction qui était extrêmement importante et qu'on doit notamment, à mon avis, politiquement, notamment au mouvement féministe, qui ont fait quelque chose d'extrêmement positif à un moment donné en luttant fortement, farouchement pour dire il ne faut pas accuser la victime de son agression. Une femme qui a été agressée sexuellement, peu importe la manière dont elle était habillée, peu importe l'endroit où elle était, peu importe l'heure à laquelle il était, on ne doit pas lui dire que c'est elle la fautive, c'est l'agresseur qui était le fautif, avec le point culminant, avec la criminalisation du viol. Donc on voit bien que dans les années 60-70, notamment, les féministes ont lutté pour dire la victime est innocente. Déconstruisez cette idée, la victime est innocente. Et vraiment, on peut les en remercier. Mais attention, la victime est innocente, ça ne veut pas dire qu'elle est toujours impuissante. Et ça, je pense qu'on a besoin d'une deuxième déconstruction. Il y a des fois où la victime est innocente et impuissante, si quelqu'un me frappe et qu'il est plus fort que moi. Et il y a des fois où la victime est innocente, évidemment, mais sûrement pas impuissante. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Il flotte dans l'air du temps que la victime est innocente, et on a totalement raison de le dire. Et en même temps, il est important de dire qu'il y a des cas, et notamment dans les cas de violence subjective, de violence verbale, où la victime est certes innocente, mais certainement pas impuissante, et elle peut apprendre à faire face. Ça s'apprend, c'est méthodique. Voilà. Très bien. Donc, pour conclure sur la partie psy, après je conclurai sur la partie juridique et judiciaire. Alors, d'abord, vous dire que bien sûr, il y aura un replay. Le replay sera mis en ligne sur le site du cabinet, sur notre chaîne YouTube, Buchinger-Rubin, comme le nom du cabinet. Et peut-être, voilà, aussi, je te la transmettrai, Philippe, tu pourras la mettre sur ta chaîne YouTube comme psy. Il y aura vraiment une mine d'informations, de mise en situation. Véronique posait la question, est-ce qu'on peut l'indiquer à des personnes victimes? Je vous dis 100 fois oui, Véronique. Voilà, Philippe, on peut le dire. Hein, je ne suis pas là pour faire de la démagogie ou parce qu'on intervient. Mais vraiment, non, vraiment, Philippe a une vision très, parfois même contre-intuitive, qui est très intéressante et qui vous aidera, vous en avez eu un aperçu aujourd'hui, et à l'occasion d'autres webinaires, pour ceux qui les ont suivis, vous pouvez aussi les réécouter sur notre chaîne YouTube, notamment celle sur le harcèlement scolaire, elle est vraiment passionnante. Mais en tout cas, c'est vrai que Philippe donne des clés pour que vous, à votre niveau assistants sociaux, sans vous improviser, évidemment, ni avocat ni psy, mais vous puissiez orienter, en tout cas amener les questions des personnes et faire émerger une parole qui soit un petit peu porteuse et pas enfermante. Est-ce que tu dirais, Philippe, donc ce sera ma question de la fin, que tout ça finalement c'est une question, tu l'as dit beaucoup en filigrane pendant cette heure et quart, que cette question c'est une vision du regard qu'on se porte à soi-même, quoi. En fait. Oui. Je crois qu'il y a une histoire de responsabilité. Voilà. Il y a certains auteurs qui parlent, et moi j'aime bien ce qu'ils disent, et c'est notamment tous les gens qui ont promu la communication non violente, ou ce genre de communication que je propose, parlent de responsabilité émotionnelle. On a tendance à penser que nos émotions, comme on ne fait pas exprès de ressentir des émotions, eh ben, c'est pas de notre faute, c'est de la faute entièrement des autres.
Alors qu'en fait, on a une marge de manœuvre sur nos émotions. Ça se travaille, et ça se travaille avec toutes ces techniques de communication, et on a une responsabilité sur nos émotions. Si je ressens de la colère, l'idée n'est pas de dire tu m'énerves, mais quand tu dis ça, je me mets à penser ça, et donc je m'énerve. Voilà, c'est-à-dire que si tu m'insultes et que je me dis tu n'as pas le droit de me dire ça, tu ne devrais pas me dire ça, tu n'as pas le droit de dire que je suis bête, du coup je vais forcément ressentir de la colère. Si jamais tu m'insultes et que je me dis tu as le droit de me dire ça, écoute, si tu as envie de penser que je suis bête, tu peux le penser, c'est pas interdit, et du coup je ne vais pas ressentir de la colère. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que nous avons une responsabilité sur nos émotions. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable de les ressentir, mais ça veut dire qu'on peut en faire quelque chose. Et donc oui, c'est le regard qu'on se porte à soi-même. Est-ce que je me vois comme une victime passive des autres? Est-ce que je me vois comme quelqu'un d'entièrement dépendant du regard des autres? Si je vais mal, c'est de leur faute, donc je suis une victime. Mais aussi, si je vais bien, c'est uniquement grâce à eux. Si les autres me trouvent bien, je vais bien. Si les autres me trouvent pas bien, je vais mal. Dans les deux cas, c'est se mettre dans une posture de victime. Si je ne me vois pas comme influencé par le regard des autres, ça ne veut pas dire que je trouve que tout en moi est positif. J'ai des défauts. Mais c'est à moi de voir ce que je veux corriger. Donc ça se travaille, ça s'apprend, et c'est plus simple qu'on ne peut le penser. Ça s'apprend aussi en apprenant à parler avec les autres et en apprenant à communiquer différemment. Donc oui, il y a une histoire de regard qu'on se porte à soi-même. Est-ce que le regard que je porte à moi-même, c'est l'équivalent du regard que les autres portent sur moi? Ou est-ce que j'ai une responsabilité sur ce que je ressens? Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on se dit, je ne fais pas exprès de ressentir. Non, tu ne fais pas exprès de ressentir. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux rien y faire. Parfois, tu es innocent, mais pas impuissant, et on est beaucoup moins impuissant qu'on ne le croit. Et ça aussi, c'est un regard important à porter sur soi-même. On peut faire quelque chose, et les personnes harcelées, que ce soit des enfants ou des adultes, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent se sortir de là. Ils n'ont pas toujours, sauf quand c'est objectif, forcément besoin de recourir à d'autres. Ils n'ont pas besoin forcément de contre-attaquer pour pouvoir se sortir de cette posture de victime et vivre mieux. Merci beaucoup, Philippe. Alors, ta caméra est un peu figée, mais c'est pas grave. On a tout entendu. Donc, c'était extrêmement clair. Je dirais que moi aussi, je pratique le droit social un petit peu comme toi, c'est-à-dire avec le même état d'esprit. Mon ambition, quand je reçois une personne avec cet arc-en-ciel de problématiques, quelle que soit la manière dont on l'appelle, harcèlement, discrimination, burn-out, atteinte à la dignité, c'est véritablement de le faire, comme on dit, d'une sorte de co-développement autour de son dossier, de co-construire la stratégie et de proposer plusieurs scénarios. Alors je dis voilà, si on prend la voie prud'homale, c'est ça qui va se passer. Si on prend la voie pénale, ce sera celle-là. Si on prend la voie de la négociation, c'est ça. Ça prendra tant de temps. Au regard, évidemment, moi je passe toujours l'alpha et l'oméga par les preuves, les éléments objectivables. Et c'est là que j'en viens à quelque chose, et je le répète, c'est très très important. C'est que pourquoi est-ce que j'ai intitulé ce webinaire la dignité en entreprise? C'est parce que cette notion de dignité, comme vous l'avez compris ou peut-être découvert aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas corrélée automatiquement à des situations graves, dites de harcèlement, discrimination, burn-out, mais qu'en elle-même, elle peut exister, sachant que ce principe de dignité, c'est un principe constitutionnel, universel, qui apparaît dans tous les codes de loi, le code civil, le code pénal, le code du travail, et que, évidemment, donc c'est un prisme très, très large, mais que le code du travail l'entend comme une atteinte directe à la personne. Donc, cette notion d'atteinte à la dignité, elle part de cas de figure extrêmement basiques, comme on l'a vu, du style « Ah oui, mais j'ai l'impression qu'on me manipule, on veut me filer trop de travail, on me flatte pour me donner trop de travail », comme on l'a vu dans la vidéo, à des situations infiniment plus abusives d'humiliation en public. Moi, j'ai même eu beaucoup de gens qui m'ont appelé dans toute cette période Covid de télétravail, et on est toujours dans une période de télétravail généralisé avec des humiliations par Zoom, par Teams, ou alors soit par défaut, c'est-à-dire par réticence dolosive, comme on dit, c'est-à-dire une personne à qui on ne donne pas du tout la parole pendant tout le Zoom, ou à qui on coupe le micro systématiquement, ou d'autres au contraire qui en profitent pour se moquer des uns, des autres, pas forcément sur leurs compétences professionnelles. Ah ben c'est comme ça que t'es habillé, c'est comme ça que t'habites, il y a tes mioches qui pleurent par derrière, il est où ton mari, ta femme, peu importe, mais des questions, je veux dire, où précisément la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle deviennent beaucoup plus ténues, et ces dépassements
peuvent caractériser des atteintes à la dignité, qui ne vont pas être du harcèlement, qui ne vont pas être de la discrimination, qui ne vont pas être forcément l'élément déclencheur d'un burn-out. Donc, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, vous, assistants sociaux, RH ou médecins du travail qui avez assisté à ce webinaire, c'est apprendre cette notion d'atteinte à la dignité, soit sous un prisme exclusif, c'est-à-dire on a porté atteinte à ma dignité, comme l'a dit le docteur Haïm, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est objectivable? Est-ce que c'est plus de l'ordre du ressenti? Ou alors cette atteinte à la dignité, est-ce qu'elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large de harcèlement ou de discrimination? L'idée, c'est de faire vraiment, d'amener les gens dans le cadre de vos rendez-vous, c'est-à-dire de les amener sur le même chemin que nous amène la loi, c'est-à-dire de partir des éléments objectifs. Premièrement, est-ce qu'il y a des agissements? Et preuves, faisceaux d'indices, vous avez des mails, vous avez des rapports, vous avez des évaluations qui ont changé d'une année à l'autre. Est-ce que vous avez appris une dégradation de vos conditions de travail, sachant que, je vous le rappelle, c'est très important, et je veux vrai de manière didactique, ces dégradations de tes conditions de travail ne posent pas, et c'est là que c'est très intéressant, et ça rejoint tout ce que vient de dire Philippe pendant ce webinaire, c'est que ces dégradations de conditions de travail ne veulent pas dire il y a un gentil et il y a un méchant. La loi ne parle pas d'interaction. La loi parle des conditions de travail de manière générale. Donc, c'est intéressant, dès que vous avez posé si oui ou il y a agissement, est-ce que c'est des éléments objectifs, de parler de la dégradation des conditions de travail sans rentrer sur « il m'a fait, j'ai ressenti que ». Et le troisième niveau, effectivement, c'est cette notion d'atteinte à la dignité ou pas, à la santé physique et psychique. Et là aussi, dans le meilleur des cas, il faut que ça ne relève pas simplement du domaine du ressenti, mais aussi d'éléments objectivables. Et dans ces éléments-là, vous avez souvent des certificats médicaux de médecins ou de psychiatres. Ce sera quand même ma dernière petite question, Philippe. Est-ce que toi, tu es amené à faire des certificats médicaux quand les personnes n'ont pas eu gain de cause, je dirais en quelque sorte, auprès de leur médecin du travail? Est-ce que toi, tu es amené à faire des certificats un petit peu circonstanciés qui vont pouvoir contrebalancer ce que le médecin du travail ne dit pas? En disant il y a un contexte traumatique ou de stress. Alors, c'est très délicat parce que en tant que médecin, légalement, je ne peux certifier que ce que je constate. Et donc, je ne peux pas du tout, jamais, normalement, évidemment, certifier que ce que la personne me dit est vrai ou que son mal-être est dû à ce qui se passe au travail. Je ne peux pas du tout certifier ça. Je peux dire que j'ai vu une personne, je peux dire ce que j'ai constaté cliniquement, si j'ai constaté une dépression, un trouble anxieux, si j'ai constaté quelque chose. Mais par exemple, ça me semble délicat de certifier, par exemple, que c'est les conditions de travail qui ont mené à ça, puisque je ne les ai pas constatées, moi, les conditions de travail. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, j'explique aux gens que moi, je crois les gens. Quand quelqu'un me dit qu'il va mal ou qu'il a subi quelque chose, je les crois. Les victimes, je les crois. Mais je les crois n'est pas une preuve. Et un certificat médical, c'est un document très juridique, c'est un document qui peut être amené dans un dossier, devant un juge, etc. C'est vraiment très, très, très interdit de certifier quelque chose qu'on n'a pas vu. Par exemple, même dans des cas graves, et ça on le sait bien quand on a travaillé comme aux urgences, par exemple, si vous recevez une femme battue qui a des bleus partout, des fractures, vous pouvez constater les bleus, les fractures, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas dire, si vous ne l'avez pas vu sur un certificat, c'est son mari qui l'a frappé. Même si vous le savez, même si vous la croyez, même si ça fait 10 fois qu'elle vient et que vous savez qu'il la frappe, vous ne pouvez pas dire ce coup-là, voilà, vous pouvez dire c'est probablement dû à un coup, vous pouvez dire qu'il y a des signes de lutte, vous pouvez dire ce que la personne dit en mettant des guillemets, mais je ne peux pas, en tant que médecin, certifier que ça vient de son mari qui frappe, son patron qui lui crie dessus, etc. Ça, j'ai vraiment, vraiment pas le droit. Mais il peut arriver qu'on donne des éléments cliniques, peut-être un peu spécialisés. Le médecin du travail, il peut constater différents problèmes dans tous les domaines, des problèmes physiques, des problèmes articulaires, des problèmes, etc. Ils savent beaucoup de choses, mais ils ne sont pas spécialistes de tout. Et donc, il peut arriver parfois qu'on donne un certificat au patient, pour ne pas rompre le secret médical, ou qu'on communique des informations entre médecins avec le médecin du travail. Encore une fois, vraiment uniquement sur ce qu'on constate cliniquement et peut-être parfois pour l'aiguiller un peu sur des symptômes un peu spécialisés. Voilà. Très bien. Alors, je viens de donner un conseil, des préconisations pour les personnes qui assistent à notre webinaire pour mener les rendez-vous. De mon point de vue d'avocate, en expliquant bien que la notion de dignité, elle était à la fois liée
à tous les abus, les contextes abusifs en entreprise, mais aussi qu'elle était exclusive et qu'il fallait l'explorer en démêlant tout ce qui est de l'ordre du ressenti des éléments objectivables. Quel conseil je te laisse le mot de la fin, Philippe, quel conseil tu donnerais, un dernier conseil ou préconisation à nos participants pour travailler au mieux avec les salariés qui reçoivent sur ces sujets-là d'atteinte à la dignité? Alors, je pense que la première chose à faire, même quand on a des bonnes idées, c'est-à-dire que, par exemple, oui, je pense qu'il y a des atteintes qui sont subjectives et qu'on peut les travailler avec la personne, etc. C'est un truc que je dis tout le temps dans mes formations. Attention, je vais vous donner quelques infos pour aider les gens à ne plus être victimes, à ne plus avoir à plus se sentir atteints comme ça dans leur dignité et à se tenir droit. Je vais vous donner des trucs et ça fonctionne. Mais attention, quelqu'un qui arrive avec un truc où il s'est senti atteint dans sa dignité, même si vous avez une très bonne idée, même si vous avez des solutions, ça doit toujours passer par un moment d'empathie, par un moment d'écoute et par un moment où on dit c'est réellement difficile ce qui vous arrive. C'est-à-dire que même si je soutiens que, par exemple, on devrait apprendre à être un peu plus imperméable aux insultes, malgré ça, ça ne veut pas dire que je trouve bien d'insulter les autres. Donc pareil, quand je reçois des enfants, je leur dis toujours, t'as raison, c'est méchant, t'as raison, c'est pas gentil ce qu'ils te font. Et ils ne devraient pas faire ça parce que tu es quelqu'un de gentil, tu n'as pas fait de mal à une mouche et on te fait ça. Et ça n'est pas juste. Et ils ne devraient pas faire ça. C'est vrai. Maintenant, est-ce que tu veux qu'ils arrêtent? Et là, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? Qu'est-ce qui va se passer si tu veux qu'ils arrêtent et que tu t'énerves contre eux? Est-ce qu'ils vont avoir envie d'arrêter ou de se venger? Si tu veux qu'ils arrêtent et que tu les attaques au travers des adultes pour qu'ils soient punis, ils vont avoir envie de se venger ou ils vont avoir envie d'arrêter? Donc, alors maintenant, on va essayer de trouver une solution pour qu'ils arrêtent sans que tu aies à te cacher derrière d'autres, sans que tu aies à devenir toi-même agressif, et on peut travailler ça ensemble. Mais toujours commencer, donc les deux choses qui sont importantes, c'est toujours une phase d'empathie, de compréhension, parce que la personne souffre, et ça c'est indéniable, même si ça vous paraît être une souffrance petite pour vous, si vous dites « Ah mais quand même, elle en fait tout un fromage pour ça », oui, mais pour la personne, elle fait ce qu'elle peut en fait, et donc il faut toujours passer par ce moment où, à défaut de dire « c'est grave », on peut dire « c'est dur pour vous ». C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas se laisser avoir par des mots génériques. Harcèlement, méchanceté, manipulation, angoisse, etc. Ça, c'est des mots génériques. Que se passe-t-il exactement, précisément pour vous? Voilà, ça c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, effectivement, de séparer les dégâts objectifs et subjectifs, ceux où effectivement on a besoin qu'on défende nos droits, et ceux où on a besoin, et ce sera un travail inévitable, même s'il y a procès, de sortir de sa posture de victime, bien faire la différence avec ça, et éventuellement d'apprendre parce que je pense qu'à tout niveau, on peut apprendre à aider les gens à sortir de ça. Mais voilà les trois aspects que je donnerais pour mener les entretiens. Merci beaucoup, Philippe. Eh ben, nous avons tenu le timing, il est 15h32 à 2 petites minutes près. C'était vraiment passionnant de t'écouter. Moi, je dis souvent et c'est la raison pour laquelle je fais intervenir beaucoup d'experts à chaque webinaire, c'est parce que ça nourrit véritablement ma pratique d'avocat. Donc, merci Philippe, et je veux bien imaginer que tous les participants ont beaucoup profité de tout ce que tu leur as proposé comme outil de communication et de réflexion sur cette question-là de la dignité. N'hésitez pas, si vous avez des salariés qui ont des problématiques de cet ordre-là, même tout simplement des questions, je vous ai laissé un bon de consultation juridique gratuite dans l'onglet Files. N'hésitez pas à télécharger la documentation. De toute façon, je vous enverrai un mail récapitulatif avec toute la documentation, aussi avec les liens vers la chaîne YouTube du Dr Haïm, et je vous rappellerai celle du cabinet aussi. Et je vous souhaite une très bonne après-midi. Et pour celles et ceux qui partent en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. N'oubliez pas d'aller voter ou de faire des procurations le 24 avril. Et je vous donne rendez-vous le 5 mai, le jeudi 5 mai, pour un webinaire très intéressant qui s'intitule « Le corps des femmes au travail » et qui va mettre en perspective tout ce que vit une femme dans son corps, soit de la grossesse, les problèmes justement pour être enceinte, la PMA, la GPA, les fausses couches, les IVG, l'endométriose, les cancers du sein, de l'utérus. Voilà, toutes ces problématiques-là, c'est pas des problématiques, ce que vit une femme dans son corps et qui peut avoir des impacts sur sa vie professionnelle et comment elle le vit et comment l'employeur peut aider, protéger les salariés féminins qui traversent
ces périodes-là de leur vie. Merci beaucoup, Philippe, et au plaisir de te réentendre sur d'autres sujets, toujours aussi passionnants. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'entendre le docteur Rahim au sein de votre structure, on peut tout à fait réfléchir à des interactions, quel que soit le format d'ailleurs. On peut se déplacer ou on peut faire ça en visio pour un public restreint ou pour un public très large. On l'a déjà fait et on sera ravis de le refaire. Merci à tous. Bon après-midi, Philippe. Allez, à bientôt. au revoir.